Sonko dañ ko xéxal gis nga bo yaakaaré ñi borom kër yi ñoko fal ñun ambilaay ñoko fal Sonko. Au marché Liberté 6, les étals sont encore bien visibles, des marchandises attachées rangées. D'autres commerçants, eux, gardent espoir et continuent de vendre. Ce marchand dit avoir tenté de négocier le délai fixé par les autorités. Il appelle le gouvernement à faire preuve de patience et de compréhension à leur égard. Li waral li moy manam préfet ñoo wàccoon fi jox ñu sommation bi nag gàtt na trop parce que sommation boo xoolee 3 jours la ñuy def. Le préfet est venu ici. Il nous a donné un délai de 3 jours. La dernière fois, je l'ai taquiné. Parce qu'en cette période d'ouverture, beaucoup de marchands prennent des marchandises à Colobane qu'ils ne peuvent pas payer en 3 jours. Ce jeune homme, lui, passait juste avec sa moto. Il s'est arrêté pour commenter ce qu'il a vu. Selon lui, dans cette période où la vie est difficile, déguerpir les marchands n'est pas une bonne solution. C'est vraiment difficile, surtout en cette période où la vie est tellement dure. Ceux qui sont ici comptent sur ce travail pour nourrir leur famille. Le gouvernement doit vraiment les aider, pas les déplacer alors qu'aucune solution ne leur est proposée. Cet autre commerçant, de son côté, pense que pour construire, il faut parfois détruire. Mais il demande au nouveau gouvernement de leur laisser le temps de se relever après ces 2 années de difficultés. Déguerpir, oui. Pour aménager un pays, il faut commencer par détruire certaines choses. Mais il faut aussi qu'on nous aide. Parce que durant les 2 dernières années du régime de Macky Sall, on n'a presque pas pu travailler à cause des manifestations. Quand le nouveau gouvernement est arrivé, on avait retrouvé de l'espoir. Tous les jeunes étaient contents. Moi qui vous parle, j'ai été sur tous les fronts. Après les 3 jours accordés par le préfet pour ranger leurs marchandises, les marchands de Liberté 6 restent partagés. Certains ont déjà respecté le délai, d'autres en revanche continuent de s'accrocher à leurs étals. Ils appellent le gouvernement à faire preuve de patience et de compassion. Le Sénégal a traversé une période difficile, marquée par des crues exceptionnelles du fleuve Sénégal, qui ont causé des inondations et des pertes matérielles importantes dans plusieurs localités, à savoir Matam, Podor, Kanel, Bakel et Kédougou. Au total, 10 959 ménages vulnérables identifiés via le registre national unique, le RNU, recevront une enveloppe globale d'1 479 465 000 francs CFA. Chaque ménage recevra un transfert monétaire de 135 000 francs CFA pour faire face à la période de soudure sans avoir à recourir à des stratégies de survie qui compromettent leur avenir et leur environnement. 2160 ménages vulnérables ont été identifiés pour un montant total de 291 600 000 francs. À cela s'ajoutent les moyens importants qui ont été déployés pour apporter une assistance d'urgence aux populations sinistrées à travers des interventions multisectorielles comprenant des abris, des vivres, des soins médicaux et un relogement temporaire. Ils avaient élevé la voix pour alerter sur la situation, mais ils vont devoir prendre leur mal en patience puisque jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu le moindre copec. Nous sommes à 14 mois sans salaire. Vous imaginez ce que ça fait pour un travailleur? Après 2 mois de grève, toutes les formes requises ont été respectées.
l'autorité a été avertie, même dans le ministère de tutelle. Mais à ce jour, on dirait que les gens ne sont pas sensibles à ce qui se passe. Au-delà même du personnel. Regardez, au Sénégal, on est dans une quête de souveraineté énergétique. C'est le seul site onshore que nous avons au Sénégal. Comment vous pouvez imaginer qu'on puisse négliger Gadiaga? Plusieurs mois sans salaire, la coupe de la colère déborde à Forteza. C'est malheureux, vous avez vu. L'usine est en train de fondre. Les travailleurs blanchissent et ils ne portent pas leur âge. Regardez-les, ils sont tous jeunes. Regardez, au moment où, pour faire du gaz to power, les gens sont en train, dans les tests, d'aller acheter du gaz de l'extérieur. Notre gaz nous sert à quoi? Notre gaz nous sert à quoi? Et ils disent qu'on va avoir une souveraineté. On n'aura pas de souveraineté énergétique, à la limite. À l'État du Sénégal, les travailleurs de Forteza lui demandent d'intervenir. Si Forteza, la machine bug à ce niveau, Petrosen n'a qu'à prendre le relais. On a été voir même le directeur du holding, M. Gueye, avec des promesses et autres à l'une Gueye. On a saisi notre ministère de tutelle. Moi, je crois qu'au-delà de cela, il va falloir qu'on aille dans une vitesse supérieure. Ce n'aurait pas souhaité parce que vous savez que le secteur du pétrole, c'est le secteur où on dialogue le plus. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 conventions collectives, 2 pactes sociaux. Selon ce syndicaliste, la situation qui prévaut dans le secteur des hydrocarbures doit mobiliser tous les syndicats. Il y a une solidarité syndicale. Ne serait-ce qu'au niveau du secteur du pétrole et du gaz, je crois que si on se met en mouvement, ça ne régénera personne. L'énergie, c'est nous. Les travailleurs de Forteza ont ce mardi décrété une grève illimitée, entre autres revendications, le paiement de 14 mois de salaire. On sait pertinemment le rôle des marabouts, des guides religieux musulmans chrétiens comme chefs traditionnels ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a pratiquement, c'est l'enseignement. Ils enseignent, ils éduquent, ils forment, ils socialisent, ils moralisent, ils humanisent également. Donc enseigner, éduquer, former, socialiser, moraliser, humaniser, et c'est ça le rôle des guides religieux au Sénégal. Et l'autre aspect, c'est qu'un guide religieux au Sénégal, il bénéficie de ce qu'on peut appeler une légitimité religieuse et une acceptation sociale. Donc il est accepté, il est écouté, il est suivi. Il a des millions de personnes, d'adeptes disciples derrière lui qui écoutent religieusement ses discours et ses recommandations. Donc lui, il porte un discours. L'imam également, l'imam Ratib porte un discours. Ce marabout, le serindar, le maître coranique également porte un discours. C'est la raison pour laquelle il faut réunir toutes ces catégories sociales ici pour discuter ensemble comment sortir un discours religieux fédérateur, un discours qui construit, un discours très responsable, un discours qui appelle donc à la paix, à la tolérance. Mais au-delà de ce dialogue interreligieux, il s'agit aussi d'impliquer fortement les religieux, donc encore une fois, dans cet effort de réflexion, de transformation, à travers leur contribution qui est essentielle. Pour les religieux, il s'agit au-delà donc du mental, du physique, il y a ce qu'ils appellent donc le terbieux aussi, c'est-à-dire l'action sur l'âme qui devient extrêmement importante, et cette contribution va renforcer cette éducation donc au civisme qui est très chère au chef de l'État. Et ce pays a une grande doléance, c'est vraiment une demande quasiment sociale. Tout le monde se plaint du comportement de nos jeunes, de nos enfants, de nos compatriotes. Et pour toutes ces raisons, l'implication et la contribution donc des acteurs va être une contribution extrêmement précieuse, et le chef de l'État, encore une fois, est en train d'actionner tous les segments de la nation sénégalaise pour que l'effort de développement, l'effort de transformation soit un effort inclusif et porté par tous les acteurs. Mais le Sénégal, pour qui connaît le Sénégal, c'est fait à partir de son signe distinctif, et ce signe distinctif, c'est ce capital spirituel, ce sont ces religions qui cohabitent en harmonie et qui doivent absolument infuser tous les segments donc, de la vie de notre nation. L'objectif principal de cette séance de travail, de ce forum, a été de réunir autour de nous, autour de GIZ, de la Fondation Tony Lumolier de l'Union européenne, des jeunes sénégalaises qui ont pour projet d'investir, on va dire, une nouvelle activité, une activité existante, qui souhaitent voir ces activités grandir dans
tout ce qui est vert et verdissant, donc c'est tout ce qui est écologique. Les engagements de la Fondation, c'est surtout, bien sûr nous sommes engagés vis-à-vis de l'environnement, mais c'est surtout que ce ne soit pas des mots pieux, que ce ne soit pas de vœux pieux. Il faut aussi que des jeunes, parce que nous savons qu'au Sénégal, il y a aussi le chômage. Donc nous souhaitons, et ce chômage est encore plus grand quand il s'agit de femmes. Donc ce que nous souhaitons, c'est que des entreprises de 0 à 5 ans, je dis bien 0, c'est-à-dire que même quand on a un rêve, une idée, on peut aussi postuler. Donc ce que nous faisons, nous accompagnons avec 5 000 $ gratuitement et nous accompagnons à travers des formations, une assistance et aussi une assistance financière et comptable pour que le vœu, le projet qui a démarré puisse aussi grandir et voir le succès. Donc ce que nous faisons, c'est que non seulement nous protégeons notre environnement à travers cette vision écologique, mais nous faisons en sorte que le chômage baisse, nous faisons en sorte que des jeunes aient la chance, avec seulement une idée, même pas avec une entreprise qui existe, avec une entreprise qui a 0 année, de 0 à 5 ans, puissent postuler et trouver un financement, un accompagnement qui leur permettra de grandir, d'embaucher plus de jeunes Sénégalais et de faire réduire le chômage au Sénégal. Je pense que ce partenariat entre la GIZ, la Fondation Tono Elumelu et l'Union européenne, justement, a pour objectif que ce chômage donc de la jeunesse, mais surtout de la gente féminine, puisse trouver aujourd'hui un financement donc gratuit. Non pas parce que ce qui manque aux jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que c'est? Surtout aux femmes, c'est l'argent pour démarrer. On a des idées. Aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, avec tout, on a des idées mais énormes, précieuses, sauf qu'on n'a pas de financement. Donc les jeunes vous diront, nous n'avons pas accès aux banques, nous n'avons pas accès à l'argent, nos parents n'ont pas assez de moyens. C'est normal. Ce que la Fondation Tono Elumelu fait, avec GIZ de l'Union européenne, c'est de donner la chance à tout le monde qui a seulement une idée de pouvoir voir son entreprise naître, son entreprise croître, son entreprise réussir et pour surtout embaucher d'autres Sénégalais. À travers le projet IYBA 8 Forêts, qui est un projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, et cofinancé par l'Union européenne. Donc c'est un projet qui a pour but le renforcement de l'autonomisation économique des femmes sénégalaises dans les secteurs verts et verdissants. À travers ce projet IYBA 8 Forêts, la GIZ mettra en œuvre la deuxième composante qui est de renforcer et d'accélérer les femmes entrepreneurs. Parce que c'est un projet qui est axé sur 4 volets. Le démarrage avec le partenaire stratégique, la Fondation Tono Elumelu, et la deuxième composante avec la GIZ qui va renforcer et faciliter leur glissement vers l'accès au financement qui constitue la 3e composante. Et enfin, la 4e composante qui constitue le networking, le réseautage et l'échange entre pairs. Nous savons qu'au Sénégal, plus de 50% de la population est constituée par des femmes, mais celle-ci peine à se développer grâce à certaines barrières. Et ce projet a pour ambition de briser ces barrières-là et de laisser éclore le potentiel économique de ces femmes à travers des formations pratiques en leadership, en entrepreneuriat, mais aussi la Fondation Tono Elumelu leur octroiera des capitales d'amorçage de 5 000 $. Pour la candidature qui est ouverte depuis le 6 octobre et qui va se poursuivre jusqu'au 25 janvier 2026, toutes les femmes sénégalaises sur l'ensemble du territoire sénégalais peuvent postuler si elles ont plus de 18 ans. Il n'y a pas de limite d'âge à partir de 18 ans, mais aussi le nombre n'est pas limité. Donc c'est une invitation qui est lancée pour que toutes les femmes qui s'activent dans les secteurs verts et verdissants puissent postuler à cette candidature-là et bénéficier de l'accompagnement de la Fondation Tono Elumelu à travers la première composante, mais aussi avec la GIZ à travers la deuxième composante du projet IYBA. Les associations de jeunes du quartier des Parcelles de Kaolack se sont mobilisées pour nettoyer le CM du quartier, mais également de réparer les tableaux défectueux. On a parlé avec le principal, qui nous avait sollicité d'ailleurs, et nous avait fait savoir tous les points qui sont problématiques au niveau de l'école. Et nous, sans attendre, on a pris en compte ces préoccupations, on s'est levé et on a fait appel à la communauté. Et heureusement, toute la communauté a répondu. Cette journée d'investissement humain et de réparation de tables
va permettre aux élèves d'apprendre dans de très bonnes conditions. On a associé toutes les associations de jeunes, mais également toutes les associations sportives et culturelles. L'ASC Renaissance, l'ASC Parcelles, l'ASC Djubo, il y a PNV, il y a Soloxo 7, il y a le mouvement MJUD-PAK. Donc c'est un ensemble d'associations qui sont réunies aujourd'hui, accompagner l'administration du CM pour mener cette activité, permettre aux élèves d'étudier dans de très bonnes conditions. Le principal du CM, les parcelles de Kaolack, se dit très satisfait. Nous avions en réalité un manque criard de tableau banc, avec une ouverture cette année de 2 salles de classe qui n'avaient pas encore de tableau banc. Si la population des parcelles assainies juge nécessaire de venir nous appuyer, nous donner un coup de main, franchement nous nous réjouissons de cela. Ces jeunes ont réfectionné 65 tableaux bancs et ont pu réaliser 15 autres nouveaux pour satisfaire la demande en matière de tableaux bancs au niveau du CM, les parcelles de Kaolack. Il est très essentiel de se former pour vraiment pouvoir pallier aux nouvelles voitures. Parce que là, on ne va plus parler de voitures électriques. On est en train de parler de voitures hybrides. Donc, nos mécaniciens ici au Sénégal, il faut qu'ils se mettent à niveau pour pouvoir vraiment faire cet renforcement de capacité pour leur permettre de pouvoir, d'ici demain, pouvoir gérer ce type de voiture-là. Parce qu'un client qui amène sa voiture, qu'il a acheté cher, et si on n'a pas ces compétences requises pour pouvoir réparer ces voitures, ça devient un problème. Donc, nous, ce qu'on demande aux mécaniciens, c'est de se mettre à niveau, de pouvoir parce que l'évolution, le monde évolue et il faudra évoluer avec ça. Parce qu'un bon mécanicien qui répare bien sa voiture, il y a moins de risques de faire des accidents parce que la personne qui répare, c'est qu'est-ce qu'il veut réparer. Nous, le mot qui vient souvent lors de nos ateliers, c'est-à-dire le mot tâtonnement. Les mécaniciens, ils tâtonnent. Ils ne savent pas carrément c'est quoi le problème. Ils t'attendent jusqu'à vraiment créer ce panne. Mais ce panne-là peut se répéter parce que la cause, on ne l'a pas identifiée. Maintenant, nous, on leur apprend à vraiment suivre cette méthodologie-là et pouvoir identifier carrément c'est quoi à l'origine de ce panne et les réparer. Et la panne, il disparaît. Parce qu'on allie le numérique, c'est-à-dire les contenus pédagogiques qui sont digitalisés sur une plateforme et aussi, ils vont venir au niveau des voitures où on a créé des pannes et ils vont essayer de réparer ces pannes-là. L'objectif du Red Teranga Challenge est de promouvoir la pratique sportive en entreprise et de renforcer la cohésion d'équipe. Cette 4e édition, prévue le 8 novembre 2025, mènera les participants sur un parcours de 20 km entre la plage de Malibu et le lac Rose. C'est un semi-marathon de 20 km qui débute à la plage de Malibu, à Guédiawaye, pour se terminer au lac Rose. Et la particularité de ce semi-marathon, c'est que ça se fait le long de la mer. Ça se fait le long de la plage. Donc, nous avons sollicité des entreprises de la place pour qu'elles se constituent en équipe de 10 personnes pour pouvoir le faire entre collègues. Ce marathon est aussi une occasion pour les participants de développer une véritable esprit d'équipe, selon la directrice d'Alphabet Goodies et Services. Donc c'est une activité, on va dire, de team building en direction des entreprises pour qu'ils puissent mieux se connaître, avoir une meilleure cohésion de groupe, un meilleur esprit d'équipe et surtout pour une meilleure santé. Parce que moi, mon objectif principal, c'est de faire la promotion du sport en entreprise. Donc le sport en entreprise est très important parce que ça contribue à une meilleure santé des travailleurs et ça contribue à un meilleur rendement. Les plages seront nettoyées une semaine avant l'événement, une initiative qui vise à protéger l'environnement, mais aussi à sensibiliser les citoyens à l'importance de préserver le littoral. La deuxième chose, c'est aussi faire en sorte que les plages que nous allons traverser puissent être nettoyées. Pourquoi? Parce que ça fait, comme je vous ai dit, c'est notre 4e année. Et chaque année, on constate que les plages qu'on parcourt sont très sales. Et cette année, nous avons innové pour faire une opération plage propre. Ça va se passer une semaine avant le Red Teranga. Le Red Teranga Challenge, c'est le 8 novembre. Et l'opération plage propre, c'est le 1er novembre. Les jeunes de chaque localité vont nettoyer leur plage, en fait. Une course d'endurance, certes,
mais aussi un engagement collectif pour un esprit plus sain dans un cadre plus propre.